On va repartir à Saint-Jean-de-Luz où se trouve l'un de nos envoyés spéciaux, Jérôme Rampenou. Jérôme, on a entendu le procureur, on va le réentendre encore dans un instant. Mais maintenant, que va-t-il se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour ce jeune de 16 ans qui est donc accusé d'avoir tué sa professeure d'espagnol? Jérôme. Oui, Laurence. Alors, le procureur a expliqué que dès demain, il allait déposer une information judiciaire pour meurtre avec préméditation, demander aussi le placement en détention provisoire pour le jeune homme. Cela va permettre de réaliser d'autres expertises psychologiques et psychiatriques plus poussées pour mieux comprendre les motivations de ce jeune homme, des motivations qu'il a un petit peu développées lors de sa garde à vue qui a été prolongée aujourd'hui, des motivations où il parle surtout d'une petite voix intérieure qui lui parle régulièrement, sans arrêt, une petite voix manipulatrice, égocentrique qui l'a poussé à réaliser ce meurtre. Il parle aussi de disputes avec un camarade, il parle d'animosité envers sa professeure d'espagnol, une matière où il avait de mauvaises notes, à la différence des autres matières où il se passait finalement bien. C'était un élève travailleur avec de très bons résultats, mais seul, un élève moyennement intégré dans l'établissement où il était arrivé en début d'année. L'ancien établissement où il était, il avait subi du harcèlement. Il a expliqué, il était d'ailleurs suivi par un psychologue après une tentative de suicide en octobre 2022, une tentative de suicide avec des médicaments. Depuis, il était soigné avec des antidépresseurs. Effectivement, merci beaucoup Jérôme Rampenou, Antoine Estève. On en sait plus, docteur Dorido, maintenant sur le profil de ce jeune homme. Quand il dit une petite voix manipulatrice et égocentrique, il a quand même le recul nécessaire pour analyser ce qui s'est passé dans sa tête. C'est ça qui est surprenant, encore une fois. Vous savez, une personne qui traverse des épisodes psychotiques, ça ne l'empêche pas d'être intelligente, ça ne l'empêche pas d'être tout à fait comme vous et moi, entre chaque épisode. Et pour autant, si c'est avéré, si les propos de ce jeune homme sont vrais, c'est un fait, c'est épuisant d'avoir une voix dans la tête, c'est une vraie souffrance pour les personnes qui vivent ce genre de maladie. Et encore une fois, il faut rappeler que tous les psychotiques ne sont pas des criminels en puissance, loin s'en faut, et que pour autant, ils sont très dangereux pour eux-mêmes. C'est souvent le problème parce que la personne, elle est épuisée par ce combat intérieur. Par entendre. On voit ça parfois dans des films. Enfin, une petite voix dans la tête, c'est très, très anxiogène, très angoissant d'entendre une voix que personne d'autre n'entend. Et ça peut conduire aux pires extrémités. Là, bien sûr, c'est effrayant pour cette enseignante. On peut avoir qu'une pensée pour elle, pour sa famille. C'est terrible. Et même si c'est difficile à dire, c'est une vraie souffrance. Si c'est vrai, pour ce jeune homme. On va juste écouter le procureur de Bayonne qui revient sur les résultats de l'expertise qui a été menée depuis qu'il est en garde à vue sur ce jeune homme. Cet adolescent a été soumis, à la demande de mon parquet, à un examen psychiatrique dont je rappelle qu'il a été réalisé dans le temps et dans les conditions de la garde à vue, de sorte qu'il appellera nécessairement des expertises complémentaires approfondies ultérieures. Cet examen révèle des traits de personnalité anxieuse, une forme d'anxiété réactionnelle pouvant perturber son discernement. Néanmoins, l'expert note l'absence de désorganisation en lien avec le déroulement des faits. Il ne retrouve en l'état aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental, ni aucune décompensation psychiatrique aiguë. Il décrit des éléments de dépression de l'adolescent évoluant depuis une année. Qu'est-ce que signifie ce premier examen ? Que cet adolescent apparaît accessible à une responsabilité pénale, sous réserve, là encore, comme je vous le disais, des expertises qui devront être ordonnées et d'une possible altération de son discernement.
Voilà pour le procureur de Bayonne, Maître Slama. L'enquête n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée. Oui. Elle va se poursuivre tous azimuts. Bien sûr, non seulement elle est loin d'être terminée, mais elle vient de commencer. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu une telle avancée en fait entre hier et aujourd'hui que l'avancée donne l'impression que c'est quasiment abouti. Alors que non, c'est une illusion d'optique. On est encore au tout début de l'information judiciaire. On en saura plus dans les mois et les années à venir. On en saura plus. Vous faites un rapprochement peut-être avec un fait de société. Est-ce que c'est la figure tutélaire du professeur? Alors on peut s'interroger là-dessus. Moi je pense, est-ce que l'information judiciaire permettra de le savoir? Je n'en suis même pas sûr. Mais j'ai essayé de regarder un petit peu et je me suis rendu compte qu'en 1983, en 1984, en 1992, en 1996, à chaque fois, des professeurs ont été tués. Et d'ailleurs, en 1984, c'était un professeur d'espagnol déjà dans le privé par des élèves. Donc c'est un phénomène qui n'est pas si nouveau que ça, à chaque fois avec des réalités qui sont différentes individuellement. Donc moi, je pense que dans le cadre de l'information judiciaire, la manifestation de la vérité se fera d'abord à un niveau individuel. Qui est cet individu? Qu'a-t-il fait? Quels sont ses antécédents? Quel est son profil psychologique, psychiatrique? Et on pourra même aller plus loin en perquisition. Quelles sont ses lectures? Qu'est-ce qu'il a pu voir sur Internet? Je pense d'abord que c'est à ce niveau-là que les magistrats et les enquêteurs essaieront d'en savoir le plus possible dans les prochains mois et les prochaines années. Un dernier mot, docteur Dorido. C'est-à-dire que là, c'est vrai que quand on écoute le procureur de la République, bon, il y a quand même un monsieur dont c'est le métier, un expert psychiatre, qui ne relève pas, là, en l'état de pathologie. Donc ça viendrait à envisager qu'il était tout à fait lucide et qu'il n'aurait pas été sous l'emprise d'un délire quand il fait état d'état maniaque. On a beaucoup parlé de schizophrénie. État maniaque, c'est ce qu'on appelait jadis la psychose maniaco-dépressive. Ce sont les troubles bipolaires aujourd'hui. Ça peut provoquer des délires. Là, manifestement, rien de tout ça. Maintenant, c'est un fait que ça peut rappeler les tueries de masse aux USA. On a hélas fréquemment des jeunes qui passent à l'acte sur fond de harcèlement, sur fond d'une personnalité introvertie. On entend une personnalité très anxieuse. Bon, c'est un fait qu'il va falloir... Parce que ce sont quand même les mots-clés qu'on entend. Sébastien On ne peut évidemment pas se prononcer sur ce cas-là en particulier. Les experts psychiatriques comme la justice ou psychiatres devront se prononcer. En revanche, on entend quand même les mots-clés qui entrent en résonance avec des dimensions qui sont, elles, très présentes dans la société française. Quand on entend dépression, harcèlement, quand on entend souffrance, isolement, ça, c'est une réalité justement qui est grandissante, qui va grandissant. Toutes les études l'établissent. Les adolescents et les enfants sont plus en souffrance qu'ils ne l'étaient il y a 15 ans ou il y a 20 ans. C'est difficile d'en établir les causes avec certitude. Vraisemblablement, les réseaux sociaux, ils sont quand même pour quelque chose que, quand on regarde, c'est vraiment au moment de l'apparition des réseaux sociaux que ces niveaux de souffrance chez les adolescents se sont mis. Et donc, je pense que nous sommes face à un tsunami silencieux de déstructuration psychologique et que nous peinons à le prendre en compte, tout simplement parce que quand on n'est pas soi-même adolescent, on ne le vit pas. C'est difficile pour les parents, c'est difficile pour les enseignants, et que ce sont des choses nouvelles. Et ça mène parfois à la consommation de stupéfiants, et tout est évidemment lié. Un dernier mot, Éric Nolot. Oui, il y a quand même, dans ce qu'on entend, un mélange quand même curieux entre la psychiatrie et la psychologie, parce qu'entre la bouffée délirante d'un côté et puis le fait que on a détecté une animosité envers cette professeure qui s'est disputée avec un élève, donc c'est deux registres extrêmement différents. Je trouve ça très troublant. Donc évidemment, vous avez raison, ça va prendre des mois et même peut-être des années pour établir la vérité, mais entre ce que dit le procureur qui bat en brèche un peu le côté délirant de l'acte et puis ce qu'on apprend par ailleurs, ce qui a précédé dans les heures qui ont précédé cet acte fatal, je trouve que la piste psychiatrique est vraiment fragilisée, d'après les premiers éléments de l'enquête. Et dernier point, malheureusement, il a aussi été établi que la violence tend à avoir un effet mimétique. Vous parliez des États-Unis, mais chez les adolescents, là encore, des études sociologiques très vastes ont été menées sur plusieurs dizaines de milliers d'étudiants, et on voit qu'il y a un effet de mimétisme et de contagion. Donc, indépendamment, encore une fois, de ce cas précis et de ce qui a motivé le geste de ce jeune homme-là, pour le reste, la société française est face à un vrai défi. J'aimerais profiter de la présence du commissaire Vallet pour évoquer un autre sujet qui est lié à la conduite sous stupéfiants. C'est l'affaire Antoine Aleno, ce jeune homme qui a été tué le 8 mai 2022 par un chauffard qui conduisait sous alcool, dans une voiture volée sous stupéfiants. C'est le fils du grand chef Yannick Aleno. On a appris que ce chauffard a été remis en liberté au mois de décembre et placé sous contrôle judiciaire. Il y a beaucoup de colère, évidemment, de la part de l'abord de sa famille. Il y a une association, Antoine Aleno, qui a été créée et qui dit que, évidemment, dans de telles circonstances, l'association regrette que la loi française ne permette pas de maintenir en détention provisoire l'auteur des faits jusqu'au procès. Vous partagez cette colère, commissaire Vallet ?
Oui, je la partage d'autant plus que, je vous le disais, Yannick Aleno, le père d'Antoine Aleno, et Isabelle, sa mère, m'ont reçu alors que la douleur les étreignait fortement dans son restaurant à Paris, dans le 8e. Et j'ai entendu la douleur et la souffrance de cette famille dont leur vie s'est arrêtée le 8 mai lorsque Antoine a été fauché par ce multirécidiviste. Et c'est pourquoi dans mon syndicat... Multirécidiviste qui Oui, avait tout déjà à fait. d'autres... Eh ben, il a un pédigré qui est long comme la muraille de Chine. Il n'y a jamais de surprise malheureusement. Ben, il a été condamné pour des violences volontaires, pour du recel de vol en bande organisée, pour des délits routiers. Il a été condamné par la justice française à plusieurs peines qu'il n'a jamais exécutées, pour lesquelles il n'a jamais été inquiété. Et c'est pour ça que le syndicat que j'ai l'honneur de représenter demande aux législateurs de mettre en place des peines minimales quand des gens ont été condamnés, recondamnés, représentés, re-représentés à la justice, qui ressortent et qui recommencent. Le principal objectif de la justice de notre société, c'est qu'elle soit protégée de ces dangers publics. C'est ça la réalité. On parle de personnes qui est morte, d'une personne qui aurait dû être en prison et pas sur la voie publique. Alors que la législation pour des délits, pour faire très simple, parce que la procédure pénale, c'est une usine à gaz, tant pour les enquêteurs lorsqu'ils font les procédures, que pour la justice d'appliquer des mesures qui parfois n'ont ni queue ni tête. Eh ben, on a une détention limitée à 1 an. Alors, il est sorti en décembre, il aurait pu sortir en mai 2023. De toute façon, il serait sorti avant le procès. Les expertises prennent du temps. Moi, je pense évidemment à sa famille. Yannick Aleno a créé une association. Je trouve que c'est très admirable et très fort de caractère de pouvoir perpétuer la mémoire de son fils en protégeant, en assistant, en accompagnement de ses familles, surtout que ça lui a fait cruellement défaut. Et je tiens à rappeler ici pourquoi je dis que le procès, c'est la procédure judiciaire déshumanise les victimes. D'abord parce que c'est la dernière roue du carrosse, même s'il y a eu quelques efforts faits ces dernières années, notamment en termes d'avocats et d'accompagnement des victimes, parce qu'à l'Institut médico-légal, par exemple, on ne lui a permis de voir son fils qu'à travers une vitre. Lorsqu'il a été reçu dans les heures qui ont suivi le décès de son fils à l'hôpital de Dieu, j'ai aucun, évidemment, grief contre, évidemment, le personnel qui travaille dans des conditions difficiles. Mais par contre, il a été reçu dans une salle délabrée avec une chaise à moitié cassée. On voit bien que lorsqu'on a déjà la souffrance d'un être cher dans sa perte, derrière, on rajoute une double peine. Et là, c'est la triple peine avec, évidemment, cette personne qui ressort. La seule prière que je fais, si j'ose dire maintenant, c'est qu'il ne recommence pas ces méfaits, sachant que la famille de ce odieux personnage avait envoyé des fleurs aux obsèques d'Antoine. Et effectivement, moi, je pense que ce genre de personne, on peut, Eric Nolot le disait tout à l'heure, faire des bêtises ou une connerie, mais au bout d'un moment, quand on en est à 5, 10 ou plusieurs infractions, il faut que la justice, elle passe. Sinon, malheureusement, les citoyens ne croient plus en la justice qui doit les protéger. Je vais passer la parole à l'avocat qui est à côté de vous et qui va nous dire bah non, mais la loi, c'est la loi. Et voilà, il n'y avait pas d'autres moyens. Alors, on ne pouvait pas le garder en détention. Pour le coup, là, j'irai encore plus loin que la loi, c'est la loi, parce qu'il y avait un délai légal d'1 an. Et les magistrats, de ce que vous m'avez expliqué, ont décidé de le libérer avant même le terme du délai légal. Ça veut dire que finalement, on aurait pu changer la loi. Là, ça n'aurait rien changé puisqu'ils ont décidé de le placer sous contrôle judiciaire avant même qu'il ait atteint le maximum possible. Et lorsque je dis il, c'est de ce que j'ai compris encore de ce que vous m'avez dit, c'est le juge de liberté de détention, mais aussi le procureur et le juge d'instruction. Et il n'y a même pas eu d'appel de cette décision. Donc finalement, en tout cas, c'est les magistrats qui ont pris cette décision alors qu'ils n'y étaient pas obligés. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Et l'autre chose que je veux dire, et là où pour le coup on pourrait se rejoindre, c'est que le problème qu'il soit remis en liberté, c'est que en fait le délai avant le procès est très long. Et là on peut se rejoindre pour le coup. C'est-à-dire des années, ça peut durer des années. Et ça c'est extrêmement problématique parce que j'entends la souffrance des victimes qui disent que c'est un problème qu'un individu qui pourrait être condamné ressorte, mais moi j'entends aussi, et je le dis en tant qu'avocat, le problème qu'on ait 25% de la population carcérale aujourd'hui en France qui est présumée innocente. Et on a 500 personnes tous les ans qui sortent de prison en étant innocentés. Et c'est aussi un problème, vous voyez, parce que je comprends qu'on puisse dire que cette situation est injuste, mais on pourrait ramener encore une fois 10 personnes par semaine qui sortent de prison en étant innocentées, et on aurait aussi un émoi qui dirait mais c'est totalement injuste d'avoir fait 1 an, 2 ans, 3 ans de détention provisoire alors qu'à la fin on est innocenté. Et donc la tâche des magistrats, elle est très compliquée parce qu'il y a cet équilibre à trouver, et c'est pour ça que il existe beaucoup de garde-fous, des garde-fous que sont notamment les délais maximum, et les garde-fous c'est aussi le fait qu'un juge n'est jamais seul à décider. On l'a dit, il y a le parquet, il y a le juge d'instruction, le juge de liberté, et éventuellement même la cour d'appel et donc la chambre d'instruction. Décision collective. Éric Nolot, votre réaction? Eh oui, mais ça nous ramène quand même à ce que nous disions tout à l'heure. L'opinion publique ne peut pas comprendre ce qui est considéré comme une mansuétude envers des multirécidivistes. Quand vous avez une liste de délits et de crimes longs comme le bras, quand vous voyez que, en fait, de commettre un délit, c'est-à-dire de conduire sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, sert presque d'excuse à ce qui va se passer. Circonstance aggravante. Oui, mais on a l'impression que c'est l'abolition du discernement aussi, que bon voilà. Donc il y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression que la justice, en fait, ne tient absolument pas compte du ressenti des citoyens. Mais ce n'est pas donc, que la justice, c'est Christiane Taubira qui a décidé oui, avant mais les récidives bien sûr, peine, mais je parle d'une idéologie, idéologie où les sursis, en tout cas, vous finissiez par les
les faire. Là, maintenant, on a considéré que chaque fait, chaque condamnation était traitée séparément. Et ça, mais c'est une volonté du d'accord. législateur. Voilà, mais je parle bien d'une idéologie. Et il y a un moment, il faut corriger dans l'autre sens. Je ne vous demande pas la loi du talion, je ne vous demande pas une sévérité, je ne vous demande pas qu'on cogne. 500 comme un personnes qui font sourd. de la prison pour rien en France, vous voyez que l'excès inverse existe Je aussi. comprends, mais L'excès inverse existe aussi. dans le cas que nous Ça n'est pas évoquons... plus rassurant. Ce n'est pas plus rassurant, c'est pour dire à quel point l'équilibre est dur à Oui, mais trouver, dans parce que le l'excès cas que inverse nous existe. évoquons, votre argument ne tient pas. Cet homme va pas être innocenté à la fin de tout ça, vous comprenez. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un de 24 ans qui est mort. Il y a une disproportion. Moi, je trouve qu'il y a une disproportion. Encore une fois, moi, je ne suis pas un père tape dur. C'est-à-dire que quelqu'un a fait une connerie, je crois que c'est l'honneur d'une société de lui dire « tu as le droit à une deuxième chance et on va tout faire pour que tu puisses saisir cette deuxième chance ». Il ne s'agit pas d'être dans le tout carcéral. Mais à partir d'un certain degré d'endurcissement chez ces délinquants, écoutez, moi, je crois qu'il faut sévir. Il faut protéger la société, protéger les parents de la mort d'un être cher, protéger cet être cher lui-même, nous protéger tous. On a l'impression qu'on laisse des dangers publics en liberté. Ça ne va pas. Tout dernier mot, Jean-Sébastien Ferjeux. D'autant que les délinquants ou les criminels intègrent quand même cette réalité-là. Évidemment. Quand vous voyez des gens qui menacent de mort d'autres, je voyais, vous savez, Magali Berda, cette influenceuse qui était menacée de mort, il y avait des gens qui l'écrivaient en toutes lettres, qui disaient de toute façon, en France, Sur les réseaux sociaux. Si je viens te tuer, de toute façon, je sais que je prendrai 5 ans et que j'en ferai 3 ou quelque chose de cet ordre-là. Donc on voit bien que c'est intégré, malheureusement, par les délinquants et les criminels, la perspective de peines qui sont effectivement faibles par rapport à la gravité des faits commis. Il est 18h31, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Adrien Spiteri.